Bonjour tout le monde, je suis vraiment contente de vous voir aussi nombreux. Je m'attendais avec le beau temps dehors, en tout cas qu'il y avait ce matin, je n'ai pas été revoir, mais je me suis dit, bon, les gens vont profiter du beau temps, puis on ne sera peut-être pas si nombreux que ça. Et on m'a dit que c'était l'audience la plus nombreuse de la saison. Donc, merci d'être là puis de montrer autant d'intérêt envers ce sujet-là. Donc, comme on vous l'a dit, je suis nutritionniste de formation. J'ai travaillé en fait comme nutritionniste clinicienne ici à l'UGM il y a 12 ans. Et maintenant, je suis chercheur en nutrition chez les personnes âgées. Donc, c'est vraiment ce que je fais à temps plein. Donc, dans 2 centres de recherche, comme on vous l'a dit, je suis dans les 2 gros centres de recherche sur le vieillissement au Québec. Donc, j'ai accès à tout, ce qui est très bien. Et j'enseigne aussi au département de sciences de la santé communautaire à l'Université de Sherbrooke. Donc, les lettres après mon nom, c'est juste un paquet de lettres pour dire que j'ai étudié vraiment longtemps. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer, c'est important à dire. Donc, souvent en nutrition, les gens se demandent si on travaille pour l'industrie agroalimentaire, si on a des intérêts. J'en ai aucun. Le seul salaire que je reçois vient de l'Université de Sherbrooke. Donc, je ne reçois pas de sous autrement que par l'université, et mes projets de recherche sont financés par divers organismes subventionnaires reconnus. Donc, je ne reçois pas d'argent à cet égard-là pour m'enrichir moi-même. Donc, au cours de la conférence, parfois, je fais mention de certains produits alimentaires parce qu'il est difficile de vous montrer un pot de yogourt autrement que quand vous montrez un pot de yogourt. Donc, mais je ne suis pas associée à ces entreprises-là et ce n'est pas de la publicité, c'est à titre d'exemple. Donc, je veux juste être bien claire à cet égard-là. Donc, j'ai décidé de structurer ma présentation de la façon suivante. En fait, il y a quelques années, il y avait eu un sondage pour demander aux personnes âgées c'est quoi vos souhaits en vieillissement? Qu'est-ce que vous voulez? Puis essentiellement, les personnes âgées ont répondu 3 choses. Je veux garder ma tête, je veux garder mes jambes, puis je veux rester chez nous. Ils n'ont pas répondu « je veux pas de diabète ». Ils n'ont pas répondu « je veux pas avoir d'infarctus ». Ils ont répondu « je veux garder ma tête, je veux garder mes jambes, puis je veux rester chez nous ». Donc, on va plus structurer la présentation de cette manière-là. Qu'est-ce qu'on peut manger pour garder sa tête, pour garder ses jambes, puis rester chez eux? Est-ce que ça vous convient comme plan? Super. Donc, après chaque section, je vais m'arrêter pour des questions. Je vais en prendre 2 ou 3, puis après ça, on va repartir. Comme ça, moi, ça me donne une petite pause. Puis vous, bien, ça va vous activer un petit peu. C'est bon? On démarre. Donc, il n'y a pas juste le cerveau qui vieillit. Les yeux aussi, désolé. Bon. Donc, la santé du cerveau est fortement influencée influencée par les habitudes de vie. Il y a une petite erreur ici. Donc, par les habitudes de vie. Quand on parle des habitudes de vie, on parle de 5 choses. Souvent, on pense juste à nutrition et activité physique, mais ce n'est pas juste ça. Donc, les habitudes de vie incluent l'activité physique, le fait de bouger. Ça inclut le tabagisme. Ça inclut la relaxation ou la gestion du stress. La gestion du sommeil ou la qualité du sommeil et bien évidemment celui que je préfère et dont je vais vous parler aujourd'hui, l'alimentation. Donc, je ne vous parlerai pas des 4 autres, mais c'est certain que si vous, comme personne, vous êtes un gros fumeur ou une grosse fumeuse, c'est peut-être plus là que vous devez travailler que sur l'alimentation. Okay? Donc, je veux juste vous passer le message que c'est à vous de voir dans l'ensemble de vos habitudes de vie, là où vous avez envie de travailler en premier. Moi, ma spécialité, c'est l'alimentation, donc je vais prêcher pour ma paroisse. Donc, est-ce qu'il y a un aliment ou une diète miracle pour protéger le cerveau ou prévenir la maladie d'Alzheimer? Selon vous? Non. Ma réponse, non, il n'y en a pas. OK? Et là, je vais être vraiment, vraiment plate. Je vais tout de suite vous dire les réponses finales. Je ne vous tiendrai pas en haleine. Okay? Donc, voici ce qui aide et ce qu'on sait au niveau scientifique qui peut prévenir la maladie d'Alzheimer. Donc, on sait que plus les habitudes alimentaires sont saines, meilleure est la santé du cerveau et plus faibles sont les risques d'être atteints de la maladie d'Alzheimer. Ça, c'est très clairement démontré. Okay?
On sait aussi que combiner une saine alimentation et de l'activité physique permet d'obtenir encore des meilleurs résultats. Donc, la combinaison des deux est plus que l'addition des deux. C'est vraiment un effet, on dit, en science, on dit que c'est un effet synergique. Donc, ce n'est pas juste l'addition des deux effets, c'est encore plus grand que l'addition des deux effets. L'autre chose qu'on sait, plus on commence jeune à adopter des saines habitudes de vie, notamment des saines habitudes alimentaires, plus grands sont les bénéfices pour la santé en général, incluant la santé du cerveau. Là, c'est pas une raison de dire, ben moi j'ai 80 ans, donc je commence pas, ça vaut pas la peine. C'est bon de commencer, peu importe votre âge. Mais plus on aura adopté des saines habitudes longtemps, plus ça sera payant, ça c'est clair. Donc, la question qui devrait suivre, c'est qu'est-ce qu'une saine alimentation? Parce qu'on sait que une alimentation saine, c'est payant, mais qu'est-ce qu'une saine alimentation? Donc, si vous parlez au gouvernement canadien, il va vous dire, bien, c'est ce qu'on dit dans le guide alimentaire canadien. Donc, on a la chance d'avoir un tout nouveau guide qui est sorti en janvier dernier. Donc, bien manger, bien vivre. Donc, je vous ai mis, donc, en gros, le guide alimentaire, ce qu'il nous dit, je vais me tourner un petit peu pour vous pointer. Donc, ce qu'il vous dit, c'est que dans votre assiette, vous devriez avoir la moitié de votre assiette qui est occupée par des fruits et légumes. Donc, principalement des légumes, souvent dans le repas. Le quart de votre assiette par des aliments à grains entiers et le quart de votre assiette par une source de protéines, un aliment protéiné. Okay. En gros, c'est ce qu'on vous dit. Et ici, on vous dit de faire de l'eau votre boisson de choix. Donc, en gros, c'est un peu les grandes lignes. Si vous parlez aux cardiologues, ils vont vous dire l'alimentation saine, c'est l'alimentation méditerranéenne. Et là, si vous regardez dans les différences, donc il n'y a pas de grande différence parce que les produits laitiers, les produits végétaux sont quand même à la base de la pyramide. Donc, on vous dit que ce sont des produits qu'on doit manger tous les jours. Ils accordent un petit peu plus d'importance aux produits laitiers que le fait que le guide alimentaire fait. Et ici, on vous indique les sources de protéines, donc poisson, viande et œufs, à manger de manière variée, quelques fois par semaine chacun. Les poissons, on vous dit au moins 3 fois par semaine. Et au lieu de l'eau, on vous recommande du vin rouge. Fait que prenez le guide qui vous plaît le plus. Bien franchement, la base reste essentiellement la même. Et si j'avais été vous voir juste avant la conférence et que j'avais pris n'importe lequel d'entre vous et que je vous avais demandé « Donnez-moi 3 ou 4 règles d'une saine alimentation », vous auriez probablement eu 100 %. Parce que, soyons francs, on les sait, les règles. On sait qu'il faut manger des fruits et des légumes le plus possible. Et on sait que nos produits céréaliers doivent être à grains entiers. Vous le savez, je le sais. On sait qu'il faut une consommation d'alcool qui est modérée ou pas du tout, dépendamment de vos choix personnels. Donc, on sait qu'il faut manger du poisson quelques fois par semaine. On sait qu'il faut avoir une consommation de viande rouge qui est modérée. Vous savez tout ça. Je vous le répète, mais vous le savez déjà. Okay? La problématique... j'avais quelque chose à vous rajouter, c'est vrai ici. Donc, par rapport à l'alimentation saine de manière générale, il y a quand même 2 types d'aliments qui se distinguent une petite affaire de plus pour le cerveau. Est-ce qu'il y en a qui ont envie d'essayer? Qu'est-ce que vous pensez comme type d'aliments qui sont un petit peu plus payants pour le cerveau? J'entends les noix. On parle d'aliments ici, vraiment pas de nutriments. J'entends le poisson. Vous parlez des gras. J'ai même pas entendu la bonne réponse. Ah là, je suis déçue. Les légumes verts. Okay? Donc, tout ce puis plus il est vert, plus il est payant. Donc, le céleri, on peut bien le défendre, on peut bien dire que c'est un légume vert, là, mais il est vert pâle pas mal. Hein? Puis la laitue iceberg aussi. Donc, les fines herbes, les laitues, le brocoli. Donc, les légumes verts, c'est des légumes qui se distinguent un petit peu plus pour leurs effets sur le cerveau et les petits fruits. Donc, on est au bon endroit au Québec pour ça. Donc, vraiment, tout ce qui est les petits fruits que vous connaissez très bien sont payants. Pourquoi? Parce que c'est parmi les aliments les plus riches en antioxydants, en caroténoïdes, en flavonoïdes, en vitamine A, en vitamine K et en folate. C'est plein de gros mots juste pour dire
que c'est des nutriments qui sont essentiels au bon fonctionnement du cerveau. Et ces aliments-là en sont particulièrement riches. Et quand on fait des études dans les grandes populations et on regarde ceux qui consomment le plus de ces deux types d'aliments-là, habituellement au niveau de leur performance en mémoire et tout ça, ils s'en sortent un petit peu mieux que la moyenne. Donc, c'est deux groupes d'aliments qui ressortent un peu plus. Vous ne attendez pas à ceux-là, hein? Vous parliez de poissons, d'oméga, mais c'est vraiment ça qui ressort le plus. Puis, juste pour ceux qui ont Internet, il y a un guide alimentaire pour le cerveau que vous pouvez trouver facilement, qui a été fait par un groupe de chercheurs canadiens, que vous pouvez trouver facilement sur Internet, qui est disponible en français et en anglais. Donc, quels aliments aident le cerveau et Which Foods Help the Brains. Et si vous regardez, là, vous revoyez vos légumes verts ici, puis les petits fruits, là. Donc, ils les ont mis en avant. Pour le reste, ça reste très similaire aux recommandations générales d'une saine alimentation, c'est-à-dire grains entiers, le poisson 3 fois par semaine, etc. Donc, ils ont vraiment juste mis ça dans un guide alimentaire plus précis, mais vous allez le trouver facilement sur Internet. Donc, tout à l'heure, je vous disais, vous savez probablement aussi bien que moi quelles sont les bases d'une alimentation saine, parce que si vous êtes ici, c'est parce que ça vous intéresse et probablement que vous avez déjà des connaissances de base en nutrition par rapport à ça. Ce qui est difficile, c'est de modifier ses habitudes alimentaires pour avoir une alimentation saine. Et je suis certaine que chacun et chacune d'entre vous avez tenté à un moment donné d'apporter un changement à votre alimentation, puis au bout de quelques semaines, vous avez laissé tomber, puis vous êtes revenu à vos anciennes habitudes. Et c'est là où c'est difficile. C'est pas, on les connaît, les règles. On les connaît, les trucs. On connaît qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut manger. Mais pourquoi qu'on ne le fait pas, ça, c'est une autre histoire. La raison pour laquelle on ne le fait pas, c'est parce que les habitudes alimentaires, c'est très identitaire. Ça vous définit en bonne partie qui vous êtes. Et je vais vous expliquer. Je prends n'importe lequel d'entre vous. La façon que vous alimentez aujourd'hui a été influencée par votre famille dans laquelle vous avez grandi, par votre origine culturelle. Si vous avez une origine italienne, vous ne mangez pas comme quelqu'un qui est né au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Hein? On s'entend là-dessus. Tout au long de votre vie, vous avez développé des préférences et des aversions alimentaires. Il y a des aliments que même si je vous dis que ça va vous sauver la vie, vous n'en mangerez pas. Pour moi, c'est les champignons. Je suis incapable de manger des champignons. Pour vous, ça peut être autre chose, mais ça teinte ce que vous mangez ou pas. Okay? Puis, il y a au contraire des aliments que vous adorez et qui font partie de votre qualité de vie. C'est un plaisir pour vous de manger certains types d'aliments. Il y a aussi les souvenirs associés aux aliments. Hein? Il y a des aliments... Moi, j'ai déjà entendu une personne âgée qui m'a dit, en mangeant un plat, ça goûte l'enfance. J'ai trouvé ça hyper cute. Hein? Parce que ça lui rappelait un plat de son enfance. Donc, il y a des souvenirs, des plats qui sont réconfortants parce qu'ils nous rappellent des souvenirs heureux. Au contraire, il y a des plats qui sont associés à des mauvais souvenirs. Pour moi, c'est la lasagne. Okay? J'ai fait une croisière. Il a fait pas beau. Et mon dernier repas, c'était de la lasagne. Aujourd'hui, ce n'est pas mon plat préféré parce que j'ai un souvenir très fort et très désagréable associé à ce mets-là. Mais pour vous, ça peut être autre chose. Okay? Donc, la façon que vous vous alimentez découle de tout ça aussi. L'influence des pères. Hein? Quand vous étiez jeune fille ou jeune garçon, puis que là, vous avez eu votre première blonde, votre premier chum, puis vous êtes marié, puis vous avez aménagé avec lui, vous vous êtes influencé mutuellement sur votre façon de vous alimenter. Bon, habituellement, c'est plus la madame qui a influencé le monsieur, mais bon, il y a quand même eu une certaine influence par les pères. Vos collègues de travail, vos amis, que vous avez rencontrés, qui sont venus influencer, qui vous ont fait connaître des nouveaux aliments, qui vous ont partagé des recettes. Donc, vous avez une influence.
vos croyances, vos valeurs et vos convictions personnelles. Peut-être que vous, là, monsieur en avant, avec la chemise verte, peut-être que vous avez la fibre écologique très forte. Puis vous mangez bio, puis vous mangez local. Donc, votre alimentation reflète vos convictions personnelles qui sont écologiques. Une autre personne, elle, c'est une personne qui milite pour la défense des animaux. Donc, elle est végétarienne ou vegan, qui est le nouveau terme à la mode. Et chaque religion a ses règles alimentaires. Donc, si vous adhérez au principe d'une religion ou d'une autre religion, ça va avoir une influence sur votre alimentation. Et votre mode de vie, votre type d'emploi et votre structure familiale. Vous ne mangez pas pareil quand on a des enfants qu'en on n'a pas eu. Si vous travaillez sur la route, si vous êtes camionneur ou travailleur de bureau. Okay? Si vous êtes un grand sportif versus si vous êtes une personne plus sédentaire. Donc, tout ça va avoir influencé. Et quand je vous vois aujourd'hui à 60, 70, 80 ans, c'est le reflet de toute votre vie que je regarde quand je regarde votre alimentation. Fait que si moi, Nancy, je viens vous voir et je vous dis, maintenant, vous allez changer ça, ça et ça, je suis en train de jouer dans votre identité. Je suis en train de changer qui vous êtes. Et c'est pour ça que c'est aussi difficile de changer nos habitudes alimentaires. Parce que c'est de changer qui on est aussi. Comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est tout ça qui fait que ça devient difficile puis que ça nous heurte de nous faire dire, maintenant, cet aliment-là que vous aimez, vous n'en mangerez plus. Okay? Je tenais à vous l'expliquer parce que souvent, les gens ne font pas le lien puis ont l'impression que c'est juste une question de volonté, que c'est juste une question de rationnel. Mais non, c'est pas ça. C'est parce que c'est profondément nous, ce qu'on mange, et c'est encore plus vrai à 60, 70 et 80 ans que ça l'est à mon âge ou chez un jeune enfant qui est encore en train de définir qui il est. Okay? Donc, la prochaine question, comment on change nos habitudes de bord? C'est ça, si c'est aussi difficile. Donc, je vais vous donner quelques trucs qui vont vous amener à réfléchir. Okay? Donc, pourquoi d'abord? Quelles sont vos raisons? Quelles sont vos motivations qui vous amènent à considérer de changer vos habitudes alimentaires? Pourquoi vous le faites? Vous devez bien identifier cet aspect-là. Il ne faut pas le faire pour son mari, il ne faut pas le faire pour sa sœur, il faut le faire pour soi, puis il faut connaître les raisons qui font qu'on veut le faire. Okay? Fait que les raisons pourraient être, bien, moi, je veux préserver mon cerveau, je veux garder ma tête, je veux garder mes jambes, puis je veux rester chez nous, puis c'est ça ma motivation. Après ça, mais qu'est-ce que je suis prêt à changer? Quand je regarde mon alimentation, puis je suis sûre que vous êtes tous en train de faire l'analyse dans votre tête, qu'est-ce qui serait pas pire? Qu'est-ce que je pourrais changer? Okay? Choisissez une chose, 2, tout au plus. On ne change pas son alimentation du jour au lendemain complètement. Ça ne marche pas pour personne. Okay? Donc, on choisit une chose ou 2 choses. À partir d'aujourd'hui, j'ajoute une portion de légumes à mon dîner et une portion de légumes à mon souper parce que j'en mange presque pas. Puis c'est ça que je fais. Puis c'est tout. Okay? Fait qu'on choisit une chose qu'on est prêt à faire. Après ça, on se pose la question, ça va être quoi les obstacles ou les difficultés à faire ce changement-là? Donc, je suis un homme seul à la maison, je veux augmenter ma consommation de légumes, mais je ne sais pas les cuisiner. Donc, j'ai une difficulté. Je veux augmenter, mais je ne sais pas les cuisiner. Ou j'aime les légumes crus, j'aimerais en manger plus, mais mon dentier est mal ajusté, puis j'ai de la difficulté à les mastiquer. Donc, il faut identifier quels sont les obstacles, quelles sont les barrières, qu'est-ce qui va m'empêcher de faire ce changement-là, puis dire, OK, maintenant que j'ai identifié le problème, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pour le contourner? Okay? Donc, si c'est un problème de dentier, bien, je vais aller faire une visite chez mon dentiste, faire les ajustements ou m'en faire un nouveau. Si parce que je ne sais pas cuisiner les légumes, bien, je vais demander à quelqu'un d'autour de moi de me montrer, de me donner des recettes, de me montrer comment je peux les faire cuire pour pouvoir les consommer.
Faites-vous confiance. Puis soyez indulgents envers vous-même. Ne soyez pas sévères. Puis donnez-vous le temps. On dit que ça prend 21 jours intégrer une nouvelle habitude dans sa vie de manière permanente. Donc, ça demande un petit peu de persévérance au début. Mais même si on rate notre coup, bien, on recommence. Soyez indulgents envers vous-même. Et si vous en sentez le besoin, bien, consultez un professionnel de la santé. Ça peut être une nutritionniste en pratique privée. Certains CLSC offrent des services aussi de consultation. Vous pouvez consulter votre médecin également. Est-ce que ça vous aide un peu? Oui? Super. Donc, pour vous aider aussi à y arriver, d'autres trucs. Ayez une approche positive par rapport à ça. Voici ce que je veux dire. Si je vous dis, madame, ici en avant, mangez moins de viande rouge, c'est négatif. Je vous dis d'enlever quelque chose. Si je vous dis, mangez plus de poisson, OK? Si vous mangez plus de poisson, vous allez manger moins de viande rouge. Right? Vous êtes d'accord? Voilà. Donc, c'est juste la façon de le voir, dire, bien, si mon objectif est de manger moins de viande rouge, plutôt d'avoir l'impression de me punir moi-même en enlevant un aliment, mais je vais dire, OK, dorénavant, je vais avoir au moins une portion de poisson par semaine, un repas de poisson par semaine. Ça peut être juste ça. Si vous n'en mangez pas du tout, votre objectif, ça peut dire, bien, tous les lundis, maintenant, j'ai du poisson. Fait que forcément, ça va vous enlever une portion d'autre chose. Parce que vous ne mangerez pas un steak et un poisson dans votre assiette. Right? Fait que ça, c'est une façon de voir. Ou une approche substitutive. Vous êtes un grand consommateur de café puis vous voulez réduire votre consommation de caféine. Bien, on remplace, on ne dit pas « j'enlève mon café ». On dit ben, « je vais prendre un café décaféiné à la place de mon café caféiné ». Donc, vous gardez le plaisir de boire un café. Maintenant, il y a d'excellents cafés décaféinés. Fait que vous gardez votre plaisir de boire un café, mais vous le substituez pour quelque chose d'autre. Évitez aussi des règles strictes où vous bannissez entièrement un aliment ou un groupe d'aliments de votre alimentation. C'est jamais gagnant. C'est jamais une bonne chose. Tous les aliments apportent. J'ai déjà des gens qui m'ont dit, ben moi, je ne prends aucun produit laitier. Si vous n'aimez pas ça, c'est une chose. Mais de bannir complètement, même si c'est un aliment que vous aimez, mais que vous choisissez de le bannir parce que vous pensez que cet aliment-là n'est pas bon pour vous, c'est rarement une bonne idée. Tous les aliments des groupes de base, des aliments de base, là, les fruits, les légumes, les viandes, les légumineuses, les produits laitiers, ils apportent tous des nutriments qui sont essentiels. Souvent, le défi, quand les gens veulent améliorer leur alimentation, c'est manger plus de légumes. Habituellement, c'est un des gros problèmes. Et souvent, on me dit, ben moi, j'aimerais ça manger plus de légumineuses pour manger justement moins de viande. Et souvent, ben, les gens essaient. Donc, jour 1, ils viennent s'acheter 2 pieds de brocoli à l'épicerie parce que c'est en spécial. Ils en mangent beaucoup au dîner puis au souper. Puis le soir, ils se sentent pas bien. Hein? Fait que là, ils disent « Oups, c'est pas pour moi. Je digère pas ça, moi, le brocoli. Hein? » Puis la même chose avec les légumineuses. Hein? On dit hey, « Je vais me faire un beau bol de salade là, de légumineuses. Hein? » Puis là, ils commencent tout de suite avec 2 tasses. Ça aussi, ça fait mal. Donc, ils lâchent. Okay? Donc, ce type d'aliments-là, si vous n'en mangez pas puis que votre système n'est pas adapté, il faut les intégrer de manière très progressive. Par exemple, les légumineuses, vous pouvez dire « OK, je vais rajouter un quart de tasse dans ma soupe aux légumes. » Puis ça va être ça. Puis votre système va s'y habituer tranquillement. Au besoin, et ça les gens le savent peu, il existe en pharmacie, en vente libre, des enzymes digestives pour vous aider à digérer certains types de légumes et de légumineuses. Ça s'appelle le Bino. Donc, je n'ai pas d'action dans la compagnie. Donc, une boîte comme ça coûte 16 ou 17 $ à peu près, puis je pense qu'il y a 60 comprimés dedans. Et dans le fond, vous prenez 1 ou 2 comprimés avant votre repas. Vous savez que vous allez manger des légumineuses et tout ça. Et moi, c'est comme ça que j'ai réussi à faire passer ça à mon mari. Donc, puis sincèrement, ça enlève tous les inconforts, les gaz, les ballonnements que vous pouvez ressentir. Donc, ça aide à s'adapter.
Okay. Donc, c'est un produit qui est en vente libre. En général, à la pharmacie, c'est au même endroit où vous allez trouver les émollients fécaux ou les trucs digestifs là, pour les reflux, etc. C'est souvent sa tablette d'en bas, mais c'est là. Et c'est pas très dispendieux. Donc, message à retenir pour le cerveau, pour garder sa tête. Plus saine est l'alimentation, meilleure sera la santé de votre cerveau. Adopter des habitudes alimentaires saines, ça se fait une bouchée à la fois. Donc, on fait ça tranquillement, puis on y va graduellement. Et soyez vigilants quand vous entendez des diètes miracles. Il y a beaucoup de choses qui circulent, le sans gluten, la diète cétogène. Il y a beaucoup de choses qui circulent. Soyez vigilants. Essayez de voir d'où ça vient. Est-ce que c'est crédible? Qui y a derrière ça? Okay. Tantôt, je faisais une farce en disant qu'il y avait beaucoup de lettres derrière mon nom pour dire que j'avais étudié longtemps. J'ai étudié 12 ans en nutrition avant de me présenter devant vous. Il y a des gens qui n'ont pas de formation en nutrition puis qui vont se présenter avec une diète miracle. Et en général, ils ont des choses à vendre, ces gens-là. Ils ont des livres à vendre, ils ont des livres de recettes à vendre, ils ont des produits à vendre. Soyez vigilants. Moi, j'ai rien à vendre. Première pause. On s'arrête et je prends des questions. Je vais en prendre 2 ou 3, puis ensuite, on va aller dans la partie « Gardez vos jambes ». Donc, j'ai déjà une question ici. La dame là. Non, mais on n'a pas le choix parce que c'est enregistré. Et d'ailleurs, juste pour vous dire, c'est pour ça que je reste au lutrin. Je déteste ça parce qu'en général, quand je donne des conférences, je me promène puis je m'approche des gens. Mais là, parce que c'est filmé, je ne peux pas bouger. Je suis prise. OK. Ma question, c'est... je suis trop proche, là? Je suis correcte? Non, ça va. Je vous entends bien. OK. C'est au niveau des personnes qui ont des problèmes de côlon irritable. Il y a beaucoup d'aliments qu'on ne peut pas manger. Comme moi, j'ai commencé à adapter un régime de côlon irritable. C'est merveilleux pour plus avoir de douleur et de problèmes de côlon irritable. Mais il y a des choses que je mange plus autant, comme des légumineuses, il faut que je fasse attention, le pain de blé entier, je ne peux plus manger ça. Puis aussitôt que je le fais, parce que tu peux le refaire, là, à un moment donné, tu peux manger une dose de blé entier, c'est pas grave, là. Mais au palais que tu vas le savoir. Okay. Fait que c'est juste ça que je trouve un peu compliqué, là. Quand vous avez une condition de santé qui vous fait en ça. Moi, je peux pas donner des conseils de santé pour une personne parce que comme clinicienne, si je veux vous donner des conseils, bien, je dois vous rencontrer, voir votre dossier médical, etc. Cela dit, et là, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, si vous pensez avoir des problèmes de santé, il faut vous consulter votre médecin et vous receviez un diagnostic. On ne change pas son alimentation juste pour s'auto-diagnostiquer quelque chose. Donc, on essaie d'abord d'avoir un diagnostic. Et souvent, pour le côlon irritable, il n'y a pas de règle magique non plus dans cette maladie-là. C'est un peu la même chose pour la colite ulcéreuse ou la maladie de Crohn. Les gens vont s'alimenter selon leur tolérance. Ils finissent par se connaître. Ils savent quel type d'aliment leur donne des symptômes, quel type d'aliment leur donne pas de symptômes. Et à ce moment-là, il y a une certaine facilité. Pour les légumineuses, bien, peut-être que vous pouvez faire un essai avec le Bino. Je ne sais pas si vous l'aviez déjà fait, mais ce sera peut-être ça. Parce que dans le fond, dans les légumineuses, il y a un sucre qui est le galactose qu'on est incapable de digérer. Comme humain, là, on est incapable de digérer ce sucre-là. Et dans le fond, dans le Bino, dans le comprimé, on a une enzyme qui s'appelle la galactase qui va venir la digérer. Fait que ça va nous permettre qu'elle ne se rende pas au côlon. Donc, dans le fond, dans le côlon, là, on a plein de bactéries. Vous avez sûrement entendu parler du microbiote. Donc, si le sucre, qui est le galactose, arrive au côlon puis est digéré par les bactéries, c'est là où ça nous fait les gaz puis ça fait l'inconfort. C'est vraiment notre incapacité à digérer ce sucre-là. Donc, le Bino nous permet de le faire, ce qui fait en sorte que le galactose ne se rend pas au côlon et ne cause pas ces gaz-là. Donc, il y avait une question ici. Vous dites on ne digère pas, mais il y a beaucoup de gens qui digèrent ça quand même. Oui, non. En fait, on ne digère pas un sucre qu'il y a dedans, qui est le galactose. Donc, le galactose, dans le fond, ce que je veux dire, c'est que, dans le fond, si on défait toute la légumineuse, il y a des protéines, il y a toutes sortes de choses. Dedans, il y a une molécule qu'on appelle le galactose. Puis, notre système digestif n'a pas l'enzyme
pour la digérer. Donc, elle continue tout droit et elle se rend jusqu'au côlon, mais les bactéries, eux, ils sont capables de la digérer. Et c'est là où ça cause des gaz. C'est cette fermentation-là du galactose par les bactéries du côlon qui cause les gaz. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est bon. Il y a la dame en haut ici qui a une question. OK, et vous? Au sujet du sucre, je mange le moins de sucre possible parce que je pense que c'est bon de manger moins. Par contre, j'ai lu dernièrement, mais je ne suis pas sûre, je voudrais avoir votre avis, que le sirop d'érable était beaucoup mieux, beaucoup plus nutritif, beaucoup plus intéressant qu'on le pensait. Est-ce que c'est vrai? C'est du sucre simple, ça reste du sucre simple. C'est sûr que dans le sirop, il y a des minéraux qu'on ne retrouvera pas dans du sucre blanc, par exemple. Okay? Il y a un certain nombre de minéraux, mais ça reste que des sucres simples quand même. C'est pas plus naturel qu'un autre type de sucre. Il faut comprendre quand on dit sucre, qu'on vous dit de manger moins de sucre, on fait référence vraiment au sucre simple, comme le sucre qu'on retrouve dans une canette de liqueur, par exemple. Ça, c'est des sucres simples. C'est ces sucres-là qui ont un effet néfaste sur la santé. Parce que le sucre des fruits n'aura pas le même effet, par exemple. Le miel, sirop, sucre, comme vous prenez pour sucrer votre café, cassonade, ça reste pas mal tout le temps le même effet. Si vous prenez trop de sucre, ça reste trop de sucre. C'est pas meilleur parce que c'est dans du sirop d'érable. Je vais prendre une dernière question. Après ça, je vais continuer. Puis à la toute fin, on pourra jaser, puis je vais rester comme une demi-heure, puis vous pourrez venir me voir si vous avez d'autres questions. Donc, j'avais une question en haut ici. Je voulais juste savoir, pour le binot, vous avez dit d'utiliser de façon temporaire. Oui. Est-ce que quelqu'un qui en a besoin, on va dire, pour aider à tous les jours, à tous les 2 jours, c'est trop? Non. Non, c'est pas du tout, c'est inoffensif comme produit. OK, là. parce que donc, c'est vous pouvez le prendre, enzyme. mais c'est qu'en général, ça nous aide à passer cette étape-là où notre organisme s'adapte à ce nouveau type d'aliment-là. Donc, il y en a qui digèrent mal certains légumes, comme les crucifères, donc chou-fleur, chou de Bruxelles. Puis c'est pas parce qu'ils les aiment pas, c'est parce que ça les rend inconfortables, mais ça permet à notre système de s'habituer, puis après ça, on peut réduire... moi, j'en prends plus, là, mais au début, j'en prenais un petit peu plus. OK, fait qu'il n'y a pas de problème. Non, pas du tout. OK. C'est bon? Oui. Donc, on continue. La deuxième partie, c'était comment je vais garder mes jambes. C'est bon? Donc, on va changer de registre un petit peu. Donc, la force de vos jambes va dépendre de la santé de vos muscles. Hein? C'est pas vraiment compliqué. Puis, il y a 2 choses qui vont l'aider. D'une part, il faut bouger. Il faut les utiliser. L'organisme, le corps, c'est une bébite qui est économe. Si vous n'utilisez pas les muscles, il ne les entretiendra pas. Si vous n'utilisez pas votre cerveau, il ne l'entretiendra pas. Peut-être vous avez déjà vu quelqu'un qui a eu un plâtre, tu sais, qui s'est cassé une jambe ou un bras, qui a eu un plâtre. Puis là, on enlève le plâtre, puis le bras est plus petit que l'autre bras ou la jambe est plus petite. Mais c'est exactement ça. À partir du moment où on n'utilise plus nos muscles, le corps ne les entretient plus. C'est la même chose pour les os. Hein? Si vous ne mettez pas de la charge sur vos os, vous êtes plus à risque de faire de l'ostéoporose. C'est pour ça qu'on dit qu'un des meilleurs remèdes contre l'ostéoporose, c'est de marcher. Donc, la première chose, c'est de bouger. La deuxième, c'est de manger des protéines. Hein? Ce qu'on sait clairement, c'est qu'une personne âgée sur 2 au Québec, une étude que j'ai faite dans mon laboratoire avec des collègues, ne mange pas suffisamment de protéines. Et c'est très clair que quand on mange suffisamment de protéines pour nos besoins, on favorise notre santé musculaire et celle des grands muscles, comme les quadriceps, par exemple, sur nos jambes. Donc, on va parler de protéines. Fait que votre question, comment je peux savoir si j'en mange assez? Et là, on va s'amuser un peu. Donc, je vais vous poser 8 questions. Donc, ceux qui ont des papiers, là, j'en vois qu'il y en a plein, vous allez compter le nombre de fois que vous allez répondre « oui » à mes 8 questions. Ceux qui n'ont pas de papier, prenez vos doigts. C'est bon? Puis à la fin, on va regarder qui a répondu « oui », qui n'a pas répondu « oui » aux 8 questions. Bien, aux 8 affirmations. Donc, je mange 3 repas chaque jour. Ah, il y en a qui me disent « oui ». OK. On sait qu'il y a une personne âgée sur 10
qui ne mangent pas 3 repas par jour. Et il est très clair dans nos études que ceux qui ne consomment pas 3 repas par jour, donc vraiment un déjeuner, dîner, souper, ne mangent pas suffisamment de protéines. Ça, c'est clair. Donc, si vous avez répondu non, ça part mal. Deuxième question. À votre petit déjeuner, est-ce que vous consommez une source de protéines? Donc, quelles sont les sources de protéines? Des œufs, du beurre d'arachide ou du beurre d'amande, du beurre de noix, du lait. Non, il n'y a pas de protéines dans les bananes. Des produits laitiers, du yogourt, du fromage, du lait, des noix. Donc, est-ce que j'ai toujours ça chaque matin, au moins une source de protéines, un aliment qui est une source de protéines? Okay. Pourquoi? Parce que si vous mangez une toast, même si c'est de blé entier, avec de la confiture puis un café, il n'y a pas de protéines. Et on le sait que les personnes âgées qui ont ce type de petit déjeuner-là, j'ai oublié de dire les crotons aussi, il y en a qui aiment bien les crotons, c'est une source de protéines. Donc, si les personnes âgées qui ont un type de déjeuner qui inclut aucune source de protéines ne mangent pas suffisamment de protéines dans leur journée. Troisième question. Je consomme au moins 3 portions de lait et substituts par jour. Donc, de produits laitiers. C'est marqué de lait, mais ça devrait être de produits laitiers. Donc, qu'est-ce qu'une portion? C'est une tasse de lait ou de boisson de soya ou de boisson d'amande enrichie. 3/4 de tasse de yogourt. Donc, ce n'est pas les petits yogourts qui sont souvent plus une demi-tasse. Donc, 3/4 de tasse de yogourt, c'est une portion. À peu près la moitié d'un jeu de cartes de fromage. Si on coupait un jeu de cartes en deux, là, cette dimension-là de fromage. Donc, il faut en manger 3 portions. Okay. Ça aussi, on sait, dans tous les groupes d'âge au Canada, c'est les personnes âgées qui en consomment le moins. Et moins ils en consomment, plus ils sont à risque de ne pas consommer suffisamment de protéines. Quatrième question. Je mange au moins 2 portions de viande ou substituts par jour. Donc, qu'est-ce qu'une portion de viande? C'est à peu près la taille de ma paume de main. C'est une portion de viande. Donc, ça inclut la viande rouge que vous connaissez, la volaille ou le poisson. Une portion de viande ou de substitut de la viande, c'est 2 œufs, 2 cuillères à soupe de beurre d'arachide ou de beurre de noix, 3/4 de tasse de légumineuses, 3/4 de tasse de tofu, ou environ 150 grammes, fait que la moitié d'un bloc, et 1/4 de tasse de noix. Okay. Donc, 2 portions de produits. Donc, vous répondez oui ou non. 5e question. J'ai un très bon appétit. Bon. Donc, on sait que les personnes qui nous déclarent avoir un petit appétit ou manquer d'appétit, en général, sont plus à risque de ne pas consommer suffisamment de protéines. Je pense que je suis rendue à ma 6e question. Je mange en bonne compagnie la plupart du temps. On sait que les gens qui mangent seuls mangent moins et mangent moins de protéines. Donc, j'appelle ça le syndrome de la toast puis du thé pour souper. Hein? Des gens qui mangent seuls puis qui disent « ben je ne me ferai pas un gros repas, je suis seule. Okay? » Mais c'est souvent, ce qui prend le bord, c'est la viande ou le poisson, puis ça finit que c'est une toast avec une tasse de thé. Okay? On sait, la recherche nous le démontre très bien, que quand on mange avec des gens, on mange plus. Fait que moi, je dis souvent, si vous voulez perdre du poids, mangez tout seul. Si c'est vrai dans un sens, c'est vrai dans l'autre aussi, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, et c'est même vrai à l'hôpital. Ma collègue a fait une étude ici, justement, et elle a regardé si les gens mangent seuls à leur chambre versus s'ils vont dans la cafétéria manger avec des gens qu'ils ne connaissent même pas. Bien, ils mangent plus quand ils vont en cafétéria, puis même si c'est des gens qu'ils ne connaissent pas. Parce que quand on rentre dans une activité sociale, l'appétit vient. Hein? Donc, c'est très bien montré. Donc, si vous mangez seul la plupart du temps, c'est un facteur de risque, comme on dit en recherche, donc pour avoir un apport de protéines insuffisant. 7e question.
j'ai maintenu mon poids au cours de la dernière année. Si vous perdez du poids de manière involontaire, sans le vouloir, ce n'est pas une démarche que vous avez faite, vous n'avez pas fait exprès. À un moment donné, vous vous êtes rendu compte que vos vêtements étaient plus grands, vous vous rendez compte que, oups, j'ai perdu 10-12 livres, puis je ne l'ai pas vu venir, je ne l'ai pas vu aller. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Okay? En général, quand on a perdu 5 % de notre poids ou plus, okay? Donc ça veut dire que si vous pesez 150 livres, vous avez perdu 7-8 livres à peu près, sans le vouloir. En général, comme clinicienne, pour moi, c'est un signe qu'il y a quelque chose qui se passe. Le quelque chose peut être, mon mari vient de décéder il y a 6 mois, je me retrouve veuve, je suis seule à la maison, je mange moins. Mais il s'est passé quelque chose. Et là, ça veut dire que moi, il faut que j'intervienne auprès de cette personne-là pour trouver des solutions pour que l'appétit revienne. On va en reparler un peu plus tard. Donc, si vous perdez du poids, ce n'est pas une bonne chose. Mais là, des fois, tu dis, ben oui, mais Nancy, moi, j'ai de la culotte de cheval. Fait que mon 7-8 livres, je suis contente de l'avoir perdu finalement. T'sais. Non. Je vais vous dire autre chose. T'sais, vous avez déjà entendu parler de l'IMC, l'indice de masse corporelle. Bon, souvent on dit l'IMC pour le poids santé, c'est entre 18,5 et 25. Mais pour les personnes âgées, ça n'existe plus. Savez-vous que le taux de mortalité le plus faible est à un IMC de 27-28 chez les personnes âgées, donc avec un embonpoint. Pourquoi? Parce que si vous arrive quelque chose, une pneumonie, une fracture de hanche, peu importe, okay, vous avez des réserves pour y faire face. Okay? Puis en général, ce n'est pas une bonne chose, passer 70-75 ans, d'entreprendre une diète pour maigrir. À moins que ça soit sous supervision d'un professionnel de la santé pour des raisons médicales très précises. Je vous donne un exemple. Vous avez un surplus de poids important et vous faites de l'arthrose au genou. C'est très douloureux, puis vous avez de la difficulté à marcher. Bien là, ça pourrait être intéressant de perdre du poids pour que vous ayez moins de douleur au genou puis que vous gagniez de la mobilité. Donc, il y a des situations très précises, mais globalement, on ne va pas là. Okay? De manière générale. Donc, puis suivre le poids des personnes âgées, là, je vais vous donner un truc. Prenez-vous un calepin à la maison, puis écrivez votre poids au moins une fois par mois. Chaque premier du mois, vous pesez, vous écrivez votre poids dans le calepin. Puis comme ça, vous allez savoir, puis si vous perdez du poids, bien, allez voir votre médecin de famille et dire « Je perds du poids, puis je ne sais pas pourquoi. » Parce que ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Ça peut être un problème de santé, mais ça peut être aussi un changement dans votre situation familiale. Puis là, bien, il faut trouver des solutions. Okay. Dernière question. Je mastique et avale bien tous mes aliments. Pourquoi? En fait, on sait très bien que les personnes âgées qui leur manque des dents, en fait, la recherche qu'elle nous montre, c'est plus il vous manque de dents, moins vous mangez de protéines. C'est aussi direct que ça. Okay? Ou quand les prothèses dentaires sont mal ajustées. Et là, je ne vous dis pas combien de fois j'ai des dames et des messieurs qui m'ont dit « Mais j'ai 75 ans, je n'irai pas mettre 2000 $ sur une prothèse. » Mais c'est votre qualité de vie et votre santé. Donc, c'est important de le faire. Okay? Fait que ne tolérez pas des prothèses non ajustées, okay? Dans un but d'économiser des sous. Je dis « avale bien tous mes aliments aussi ». Donc, chez les personnes âgées, puis même chez des personnes plus jeunes dans le cadre de certaines maladies, des fois, il y a des difficultés à avaler ces aliments. On appelle ça de la dysphagie. Donc, c'est vraiment de la difficulté à avaler. Donc, c'est plus difficile de former le bol alimentaire, de le pousser avec la langue en arrière, puis là, ça nous gratte, puis on a l'impression qu'il y a des choses qui restent collées dans le fond de la gorge, puis on tousse, puis ça ne sort pas, puis on s'étouffe souvent. Ça peut faire que les gens ont peur de manger ou mangent moins à cause de ça. Donc, on appelle ça de la dysphagie. Si vous avez ce type de problème-là, parlez-en également à votre médecin, dire « ça m'inquiète, je sens que je m'étouffe régulièrement, etc. » Donc, et on sait que les personnes qui déclarent avoir des difficultés à avaler les aliments, que c'est douloureux, que ça fait mal, que ça reste collé, ils mangent moins de protéines aussi. Okay? Et là, je vous ai mis encore là, je n'ai pas de
d'actions dans la compagnie, mais je vous ai mis le logo de la compagnie Epicura. Donc, Epicura est une compagnie qui fabrique des aliments pour les personnes qui ont des difficultés à avaler. Donc, c'est peut-être pas vous, mais c'est peut-être des gens que vous connaissez ou des gens que vous avez connus. Donc, on a l'honneur aujourd'hui, ils ont accepté gentiment d'avoir un kiosque. C'est un des 2 kiosques que vous allez voir en haut. Et vous pourrez aller jaser avec les gens d'Epicura. Ils pourront vous montrer leurs produits qu'ils fabriquent. C'est justement des produits qui sont plus faciles à avaler pour les gens qui ont des difficultés. Donc, je pense que c'est ma dernière question. Fait qu'on a passé les 8. Qui a répondu oui 8 fois? Ah, il n'y a pas beaucoup de mains, hein? 7 fois? Quand même. 6? OK. Mais qui a juste 4 oui ou moins? Vous ne mangez pas assez de protéines. Définitivement. Donc, 4 oui ou moins, il y a réellement un problème. 6, 7, 8, oui, probablement que les choses se passent bien. Dans le milieu, il y a peut-être place à l'amélioration. Okay? Donc, c'est vraiment une façon simple de savoir si vous avez suffisamment de protéines. Donc, vous allez partir avec une espèce d'autodiagnostic, hein, à savoir qu'est-ce que vous pouvez manger. Donc, comment manger un peu plus de protéines, surtout si on n'a pas beaucoup d'appétit. Des fois, tu dis « Ouais, mais moi, manger un gros steak, là, ça ne me tente pas. » Donc, voici quelques trucs. L'idée, c'est de multiplier les bouchées, les gorgées payantes. Okay? Donc, par exemple, vous aimez le yogourt. Bien, je préférais un yogourt grec plutôt qu'un yogourt régulier. Le yogourt grec est beaucoup plus riche en protéines que le yogourt régulier. Puis, en termes de texture, il est beaucoup plus intéressant aussi, mais ça, c'est bon. Essayez de prendre des collations qui sont aussi une source de protéines. Donc, qu'est-ce que ça peut être? Bien, ça peut être des noix, ça peut être des craquelins avec un morceau de fromage. Okay? Et tantôt, je vous disais que le guide alimentaire vous dit « Faites de l'eau votre boisson de choix ». Bien, faites de votre boisson de choix une boisson qui contient des protéines. Donc ici, j'ai mis, ça pourrait être du lait, j'ai mis ici une boisson de soya à la vanille. Essayez de trouver votre source d'hydratation, que ça soit en même temps une source de protéines. Si ça pose vraiment un défi pour vous, un petit truc vraiment facile, qui ne coûte pas cher, là, les madames, vous avez tous reconnu la poudre de lait crémé ici, Carnation. Donc, on peut rajouter de la poudre de lait crémé un peu partout. Donc, ça, c'est une poudre qui est vraiment riche en protéines, en calcium aussi. Et en fait, vous pouvez l'ajouter, par exemple, dans une soupe crème. Vous faites votre crème de brocoli, on vient de rajouter dans votre purée de pommes de terre. Fait que c'est ni vu ni connu. Ça ne vous fait pas manger plus. Fait que votre bouchée est juste plus payante en termes de protéines. C'est après les questions. Ah, toutes les noix, peu importe, celles que vous préférez. Ouais. C'est bon? Donc, c'est des petits trucs faciles pour essayer d'aller chercher des protéines un petit peu à droite et à gauche. Outre les sources de protéines classiques là, que vous connaissez et que je vous ai données tout à l'heure. Vous avez tous vu dans les publicités qu'on vous dit, bien, si vous ne mangez pas assez de protéines pour vos muscles, il y a des suppléments de type Ensure et Boost. Et là, j'ai mis les 2 principales compagnies qu'on retrouve. Fait que, encore là, je ne veux pas faire de préférence. Donc, vous avez les produits d'Ensure ici qui sont fabriqués par Abbott et Boost qui est fabriqué par Nestlé. J'ouvre ma parenthèse. Abbott est avec nous aujourd'hui. Ils ont aussi un kiosque pour vous présenter leurs produits. Donc, vous pourrez y aller après la conférence. Donc, ce type de produit, on appelle ça des suppléments nutritionnels oraux. Il y a même des puddings là, de ce type de produit-là. On en a en plein de saveurs, plein de formulations disponibles pour diabétiques, avec fibres, pas de fibres, enrichis en oméga 3. Vous avez à peu près tout ce qu'il y a de possible. Il y en a qui sont enrichis en protéines, donc pour être vraiment, vraiment très, très riches. Donc, en ce qui me concerne, le premier usage, l'usage primaire de ces produits-là, c'est une visée thérapeutique. Donc, chez des personnes dont l'état de santé le nécessite. Okay? Donc, peut-être que ça concerne certains d'entre vous, mais je suis pas mal convaincue que plusieurs d'entre vous, ça ne les concerne pas directement.
Okay. Sur une base quotidienne. Donc, par exemple, un de mes études est en soins longue durée. Donc, peut-être vous avez des proches qui sont en situation d'hébergement. Bien, c'est souvent très difficile, compte tenu du contexte, de l'état de santé de ces gens-là, de s'alimenter. Donc, on utilise ce type de produit-là pour aider, s'assurer qu'ils consomment suffisamment de calories, de protéines au cours de leur journée. Dans votre cas, là où c'est utile, c'est quand on manque d'appétit temporairement. Vous avez une grosse pneumonie. L'appétit est pas au rendez-vous, vous n'avez pas envie de manger, mais ce type de produit-là peut être vraiment utile dans ces circonstances-là pour vous assurer d'avoir un apport en protéines qui est suffisant pendant cette période-là. Donc, pour des périodes, vous venez d'avoir une grosse chirurgie, vous êtes en convalescence, vous êtes à la maison, ça peut être utile dans ces contextes-là. Ou vous allez avoir une grosse chirurgie puis vous voulez avoir un boost d'énergie avant. Donc, on peut prendre ce type de produit-là. Mais c'est vraiment dans des circonstances très particulières. Mais je vous invite à aller voir le kiosque d'Abbott puis à leur poser des questions. Des gens vont être là puis ils vont pouvoir vous renseigner sur l'utilité de ce type de produit-là. Puis, je sais pas, Jana, est-ce que tu es là? Je te vois pas. Tu es là? Est-ce qu'ils vont pouvoir goûter aux produits? Oui, donc ils vont pouvoir goûter aux produits des différents de la compagnie Abbott. Donc, quels sont les messages à retenir pour garder vos jambes? Donc, consommer des protéines à chaque repas, incluant au petit déjeuner, qui est souvent le repas où on en consomme très peu. Et surveiller votre poids corporel, donc consulter aux besoins. Ça, j'insiste vraiment là-dessus. C'est vraiment un indicateur. Quand on perd du poids, en général, on perd plus de muscles qu'on perd de graisse. Donc, c'est vraiment important. Et utilisez vos jambes. Si vous ne les utilisez pas, même si vous mangez plein de protéines, il les gardera. L'organisme, comme je vous disais, a une attitude économe. Donc, il ne maintiendra pas un organe dont on ne se sert pas. Donc, il va s'atrophier. Donc, utilisez vos jambes. Et là, ça ne veut pas dire utiliser vos jambes, d'aller courir 5 km demain matin. Là. Ça peut juste être d'aller prendre une marche, ça peut juste être d'aller jardiner, ça peut être d'aller jouer au quai. Là. Ça peut être très, très plaisant comme activité, mais il faut les utiliser. C'est pourquoi que vous insistez tant qu'on mange des protéines? Non, c'est pas que c'est pas plus important, mais pour les muscles... Pardon? Pourquoi il faut tant en manger des protéines? Mais en fait, c'est ce que j'expliquais, c'est que les protéines sont importantes pour le muscle. Le muscle là, est essentiellement fait de protéines. Okay? Puis dans le fond, tous les jours, ces protéines-là se renouvellent. Donc, notre organisme détruit les protéines qui sont étirés, fatigués, sont blessés. Fait que là, on en détruit. Il y a un renouvellement de ces protéines-là. Fait que si on n'en redonne pas, bien, ils ne seront pas capables le renouvellement ne se fera pas, fait que le muscle va diminuer, tout simplement. Fait que c'est pour ça que c'est important. Puis on sait que les gens ne mangent pas suffisamment. Je vais prendre encore peut-être 2 ou 3 questions sur la question des muscles et des protéines, avant de continuer pour le reste de la conférence, la 3e partie. Oui, monsieur. Le problème, ce n'est pas le perdre du poids, c'est le mettre du poids. Parce que si vous mangez, par exemple, la quantité de fromage que vous avez dit, là, vous avez commencé à 200 calories, 250 calories le matin. Alors, c'est ça le problème. Comment balancer le surplus de calories avec les protéines? Bien, les protéines, c'est pas si calorique que ça, les protéines comme telles. Le fromage, c'est parce qu'il y a du gras aussi, mais vous pouvez choisir des fromages qui le sont moins. Il y a quand même des options à cet égard-là. Mais, dans le fond, je vous disais aussi d'être actif physiquement. Donc, il y a une balance qui doit s'installer là. Et comme j'expliquais, souvent, ce qu'on voit chez les personnes âgées, c'est une perte de poids. Et sans le vouloir. C'est ce qu'on appelle les pertes de poids non intentionnelles ou involontaires. Donc, moi, je vois pas de... Je vous le dirais pas si j'en étais pas convaincue, puis c'était pas ce que la recherche nous indiquait. C'est vraiment ce qu'on voit quand il n'y a pas de protéines au petit déjeuner. Il y a vraiment une perte de poids, une perte de masse musculaire et de force musculaire qui s'installe. Et c'est insidieux, là, on ne voit pas ça en une semaine, là. Ça se fait sur un processus de plusieurs années, mais on le voit dans nos travaux de recherche. J'ai
J'ai pris l'habitude de manger du skyr et je constate que 17, 18, même 19 grammes de protéines. C'est effectivement... Comparé à 4, 5, 6, les petits. Ouais. Je voudrais savoir pourquoi il y a autant de protéines. Ah, c'est la façon de fabrication, c'est la méthode de fabrication qui préserve les protéines comme ça. C'est vraiment une question de méthode de fabrication. Il y a une question ici. Oui, je voudrais vous demander, je fais 5 fois par semaine de gymnastique, j'ai 75 ans. Là, je voudrais demander comment je dois calculer pour savoir exactement la quantité de protéines que je devrais prendre. Okay. Je vais vous répondre de 2 manières. De manière générale, la façon que je le calcule comme clinicienne. Okay? Donc, vous connaissez, faut connaître son poids en kilos pour commencer. Donc, si vous le connaissez en livres, vous le divisez par 2,2. Donc, il vous faut une calculatrice, c'est aidant. Donc, vous le divisez par 2,2, vous allez avoir votre poids en kilos. Il faut avoir au moins 1,2 g de protéines par kilogramme de poids corporel. Ça, c'est la façon de le calculer. Cela dit, calculez pas ça. Il faut que l'alimentation, ça ne soit pas quelque chose de lourd, puis de calculer. Ça ne sera pas intéressant. Donc, c'est pas intéressant. Si vous avez vraiment un intérêt très, très, très marqué de le faire, puis que vous voulez le faire, bien à vous, mais ce ne serait pas la recommandation que je vous dirais de commencer à calculer vos grammes de protéines, puis là, j'en ai mangé 8, puis là, j'en ai mangé 12. Ça va devenir vraiment trop lourd de faire cette démarche-là. Donc, vraiment, juste de s'assurer d'avoir vos 2 portions de protéines par jour, vos 3 portions de produits laitiers par jour, et les choses vont être déjà très bien. Et ça va être déjà suffisant. Puis, je vous le dis, on le voit très clairement dans la littérature, dans les travaux de recherche qu'on mène, quand il n'y a pas des protéines à chaque repas, quand les 3 portions de produits laitiers ne sont pas là, quand les 2 portions de viande et substituts ne sont pas là, la quantité de protéines consommée est insuffisante. Puis quand on suit leur force musculaire dans les années, au cours des années, on voit une diminution. C'est vraiment très bien associé. Je vais prendre une dernière question au bout là-bas, puis après ça, je vais poursuivre avec le reste de la conférence. J'aimerais savoir si le degré de mastication, particulièrement pour les aliments riches en protéines, est-ce que ça influence sur l'absorption? C'est une excellente question, votre question. La réponse est oui. Effectivement, la digestion, c'est un processus qui commence dans la bouche. On a des enzymes digestives déjà dans notre salive qui commencent. Puis plus on aura mastiqué en petits morceaux, plus ce sera plus facile de faire l'absorption après. Puis, en tout cas, moi, je le sais, je mange trop vite, puis ça passe un petit peu... la mastication, c'est une étape que je devrais peut-être passer plus de temps. Mais effectivement, c'est une excellente question, puis c'est vrai pour à peu près tous les aliments. Plus on aura mastiqué, puis on aura pris le temps de le mastiquer, plus ça sera facile d'absorber les différents nutriments. Donc, je vais poursuivre avec... Puis ensuite, pour la... Oui? Ah, OK. Bon, j'en prends une dernière. Je vais être généreuse. On est un peu en retard sur l'horaire, en fait. On va prendre les questions à la fin. Je suis désolée. Ah, bon. Donc, je continue. Il y a pas... la dernière partie est plutôt courte. Donc, je vous ai dit que la 3e partie, ce serait comment rester chez soi. Donc, pour rester chez soi, il faut préserver son autonomie. OK? Donc, oups, il y a une partie qui n'est pas venue. Donc, je vais juste... Voilà. Ils ne sont pas venus dans le bon ordre. Donc, quand on veut garder son autonomie, le premier conseil, c'est de préserver sa santé. Plus on sera en santé, plus on restera autonome. Et ça, je vous en ai déjà parlé beaucoup depuis le début de la conférence. Ce qu'on recommande aussi, c'est de choisir une communauté, la communauté dans laquelle on décide d'habiter, que ce soit une communauté accueillante pour les aînés. Par exemple, qu'il y ait un transport en commun qui soit disponible, des services de transport, des services qui sont offerts pour les aînés. Donc, il y a souvent tout le programme de Ma ville, Amis des aînés. Et près de votre réseau social aussi, pour avoir de l'aide. Donc, près des membres de votre famille, de vos amis. Ce qui favorise aussi le vieillir chez soi, c'est de connaître les ressources et les services qui peuvent nous aider et les utiliser.
Donc, ça, c'est l'autre affaire. Et adapter son domicile à ses besoins. Donc, c'est à peu près les règles générales. Par rapport à l'alimentation, de manière globale, il y a 3 fonctions qui peuvent poser des difficultés. D'abord, faire ses courses. Donc, pour manger, bien, il faut être capable d'aller à l'épicerie, ou en tout cas, du moins, se faire livrer son épicerie, mais avoir des aliments qui rentrent chez soi. Cuisiner, ça, c'est l'autre chose. Et, bien, manger. Et là, je fais juste vous faire remarquer que j'ai mis des messieurs ici, là. Hein? Bon. Vous pouvez le faire aussi. Donc, c'est les 3 fonctions qui peuvent poser problème. Donc, puis, dans le fond, par rapport à l'alimentation. Donc, si vous n'êtes pas capable d'avoir des aliments qui rentrent chez vous, si vous avez des difficultés qui font en sorte que vous avez de la misère à cuisiner, ou si vous avez des difficultés à vous alimenter, par exemple, parce que vous souffrez d'arthrite, puis que c'est difficile de couper la viande, puis de prendre les ustensiles, bien, c'est des problématiques qui vont faire en sorte que vous allez avoir de la difficulté à vous alimenter. Donc, je vous donne des exemples de services qui sont disponibles pour vous aider. Donc, pratiquement tous les supermarchés ont des services de livraison à domicile. Ne vous gênez pas de les utiliser. Et récemment, je parlais avec une personne on était dans un événement où il parlait des voitures qui n'auront pas de conducteur. Okay? Puis, il y a une personne âgée qui a dit quelque chose de vraiment brillant. Elle dit « Moi, ça ne m'intéresse pas. » Parce qu'elle dit « J'aime ça avoir un chauffeur de taxi, c'est lui qui monte mes sacs d'épicerie chez nous. » Hein? Donc, je fais juste vous dire l'anecdote, mais c'est vrai. Dans le fond, utilisez les taxis, services de livraison à domicile des supermarchés. Et si vous êtes à l'aise avec Internet, bien, il y a des supermarchés, dont IGA et Métro maintenant, qui ont l'épicerie en ligne. Donc, vous pouvez choisir vos aliments sur le site et c'est livré chez vous. Il existe maintenant de multitudes de services traiteurs et les services de popote roulante. Donc, j'ai mis un exemple de le petit potager, donc qui est plutôt loin d'ici, il est à Châteauguay, mais c'était surtout pour vous montrer, c'est le petit potager, il s'appelle le traiteur de semaine. Parce que ce n'est pas des plats élaborés, c'est des plats simples de tous les jours, à faible coût, et qui viennent livrer chez vous. Donc, vous êtes dans un moment où, par exemple, vous êtes en convalescence d'une chirurgie, vous n'êtes pas en état de cuisiner, bien, gênez-vous pas d'utiliser ce type de service-là. Vous les appelez, ils vous disent c'est quoi leur menu, vous choisissez vos plats, ça vient en portions individuelles ou en barquettes de 4 portions, et ça peut vous aider. Les popotes roulantes. Je vous ai mis la carte. Si vous allez sur le site Internet des popotes roulantes du Québec, c'est tous les endroits au Québec où il y a des services de popote roulante. Il y en a partout. Okay? C'est quoi les services de popote roulante? Il y en a qui connaissent un peu. Il y en a qui sont bénévoles. Donc, je me suis souvent fait dire, les services de popote roulante, c'est pour les pauvres. C'est pour les personnes pauvres. C'est pas vrai. Et la mission des popotes roulantes, c'est de favoriser le maintien à domicile des personnes âgées. Okay? C'est des repas chauds, maison, à faible coût qui vous sont livrés chez vous. Donc, n'hésitez pas non plus à utiliser ce type de service-là si vous en avez besoin. Des fois, ce n'est que temporairement. Des fois, c'est vraiment pour une longue période en raison de votre situation. Mais n'hésitez pas à utiliser ce type de service-là. Les cuisines collectives. Ça, je trouve que c'est la partie la moins utilisée. Quand on va dans les cuisines collectives, on trouve souvent des nouveaux arrivants qui sont là parce qu'ils veulent apprendre à cuisiner ou apprendre à cuisiner avec les mets ou les aliments qu'on retrouve ici. Par contre, pour les personnes âgées, c'est un endroit merveilleux qui est vraiment sous-exploité. Pourquoi? Bien, c'est une activité sociale qui est stimulante. Vous vous retrouvez avec 5 ou 6 autres personnes pour cuisiner tout un après-midi de temps une sauce à spaghetti. Vous avez des repas maison à faible coût que vous pouvez ramener chez vous. Donc, vous pouvez acheter votre 10 livres de viande pour la sauce à spaghetti, vous séparez le coût tout en groupe. Donc, ça vous permet d'économiser des sous.
Ça réduit le gaspillage alimentaire. Moi, souvent, ce que j'entends des personnes âgées qui vivent ça, c'est « ben là, j'irai pas m'acheter 2 livres de steak haché, je vais le perdre. Ou j'irai pas m'acheter un pied de brocoli, je vais manger ça toute la semaine. » Fait que, des fois, ils ont peur de gaspiller des aliments, mais là, ça permet de vraiment éviter ce gaspillage-là puis de repartir chez soi avec des petits plats. Et ça permet d'apprendre à cuisiner dans un environnement agréable. Là, je vise personne, mais messieurs qui avaient eu la chance et l'honneur d'avoir une épouse toute leur vie, qui ont cuisiné pour eux. Et souvent, ils arrivent à un certain âge, avec une épouse qui est malade ou qui est dans un centre d'hébergement ou qui malheureusement les a quittés pour un autre monde et se retrouve seul à domicile. Et moi, j'ai déjà eu un patient, homme, qui ne savait pas ce qu'il mettait dans son café parce qu'il ne l'avait jamais fait lui-même. Donc, c'est vraiment un endroit, si vous avez des compétences culinaires qui ne sont pas là, parce que vous n'avez pas eu la chance de l'apprendre, mais c'est un endroit pour partager et connaître des gens et apprendre à cuisiner. Savoir s'adapter est une preuve d'intelligence. Je ne me rappelle pas qui a dit ça, mais je sais que c'est un proverbe qu'on entend. Donc, n'hésitez pas à vous adapter. Exploitez le congélateur. Maintenant, il y a des légumes congelés d'excellente qualité. Je vous ai mis 2 marques, Arctic Gardens, Europe Best. Ici, vous avez des patates sucrées grillées que vous avez juste à faire réchauffer au four. Donc, ça permet d'éviter le gaspillage parce que vous faites cuire seulement la portion dont vous avez besoin. Maintenant, dans tous les supermarchés, vous avez des produits pré-coupés ou prêts à l'usage. Je vous ai donné un exemple d'une barquette de légumes à cuire au four ou sur le barbecue. Des ananas déjà toutes pré-coupés, pré-emballés, des légumes déjà épluchés que vous pouvez manger directement. Quand c'est plus difficile de manger, de s'alimenter soi-même, c'est souvent des problèmes avec les mains qu'on a. Il y en a qui font beaucoup d'arthrite, ça devient douloureux, c'est difficile. Donc, dans ce temps-là, on favorise des aliments qui peuvent se prendre avec les mains. C'est plus facile qu'avoir à manipuler un ustensile. Et dans les cas où un ustensile est nécessaire, sachez qu'il existe, et là, vous pouvez en parler à votre médecin, il va vous référer à une ergothérapeute. Il existe des ustensiles adaptés, donc, par exemple, avec une poignée plus grosse, antidérapante, donc plus facile à manipuler. Des fois, ils mettent même un certain angle avec la cuillère pour que ce soit plus facile de l'entrer dans la bouche. Donc, il existe des ustensiles pour s'adapter à certaines incapacités ou certaines difficultés qu'on peut avoir en vieillissant. Donc, message à retenir pour vieillir chez soi, c'est qu'il existe des ressources. Je ne sais pas si je vous en ai appris quelques-unes ou si c'est des choses que vous ne saviez pas, mais que vous osiez pas, que vous saviez, mais que vous n'osiez pas utiliser. Mais utilisez-les. C'est ça qui vous permet de rester à la maison plus longtemps et de rester en bonne santé du point de vue nutritionnel. Utilisez ces ressources-là. Et si vous éprouvez des difficultés importantes pour avoir accès à de la nourriture, pour cuisiner ou pour vous alimenter, s'il vous plaît, parlez-en à votre médecin. Dites-le, j'éprouve des difficultés, je voudrais avoir de l'aide. Ils pourront vous référer à un travailleur social qui pourra s'assurer de mettre les ressources. Il y a des services en CLSC, par exemple, qui peuvent être disponibles, donc qui va vous aider à rester à domicile. Donc, je vais rester pour des questions. Il nous reste combien de temps pour des questions? Pardon? OK. Donc, on va prendre des questions pour 10-15 minutes. Et juste avant de terminer, puis ensuite, je pourrais rester, pour ceux des fois qui sont plus timides de poser des questions en public, je vais rester à l'avant, puis je vais vous accueillir, puis je vais répondre à vos questions personnellement. Je vous présente 2 suggestions de lecture de collègues à moi. Donc, le livre de Bernard Lavallée, « N'avalez pas tout ce qu'on vous dit », un livre vraiment intéressant sur ce qu'il appelle, et là je le cite, c'est vraiment ces mots, la bullshit nutritionnelle. Donc, pour tout ce qu'on peut entendre qui vient de soi-disant personnes expertes en nutrition puis qui racontent toutes sortes de choses. Et l'autre qui est de mes collègues Louise Lambert-Lagacé et Josée Thibodeau, donc Au menu des 65 ans et plus, donc qui est un livre qui détaille et où on vous parle de protéines notamment, mais où on va vous parler de...
Bon, ce livre-là? Parfait. Donc, c'est 2 livres qui ont été faits par des collègues à moi, puis qui vont vous aider pour mieux comprendre si vous voulez pousser plus loin. Et je reste ici pour répondre à vos questions, puis comme je vous disais, il y a les kiosques d'Epicura et d'Abbott Nutrition qui sont en haut et que je vous invite à aller voir.